Avant toute chose, on va commencer par la jeunesse, parce que c'est vraiment, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait beaucoup de jeunes et aujourd'hui et dans les espaces militants. Et on va accueillir, et je vais donner la parole à Nao, qui est un militant antifasciste. Voilà, qui est un militant antifasciste et qui va nous parler aussi du drame de Crépol. Donc, pour resituer, il y a eu un drame à Crépol, qui est une petite commune en Nord-Drôme, qui a donné lieu derrière à une récupération politique et extrêmement raciste. Et du coup, il y a des jeunes comme Nao et d'autres qui se sont organisés pour dire à quel point ils étaient en désaccord avec ça. Et donc, du coup, Naofel va nous présenter tout ça. À tout à l'heure. 1, 2, 1, 2. Salut à vous les camarades. Avant toute chose, je tiens à dire que je suis pas habitué à ce genre d'exercice, donc si je bégaye un petit peu, je vous prie de m'excuser. Alors il y a bientôt 3 ans, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022, un jeune homme, Thomas, perdait la vie lors d'un bal à Crépol, petit village situé au nord de Romans-sur-Isère. Cette mort est une tragédie. Une tragédie pour sa famille, pour ses proches, pour tous ceux qui l'aimaient. Chaque mort violente est un échec de notre humanité commune. Je viens de Romans-sur-Isère, et j'y ai des liens familiaux et sociaux forts avec le quartier de la Monnaie. Alors, je mesure toute la douleur qui peut surgir d'un tel drame. Mais je vois aussi de l'intérieur comment cette tragédie individuelle, au lieu d'être traitée avec le recul et la décence qui exigent tout décès, a été immédiatement happée par les mécanismes les plus nauséabonds de notre vie publique. C'est devenu un récit médiatique et pas n'importe lequel. Le récit parfait, le catalyseur de toutes les peurs, de tous les fantasmes et de toutes les haines. Dès les premières heures, avant même que la justice bourgeoise ne puisse s'emparer de l'affaire, les médias de masse se sont engouffrés dans la brèche. Le traitement a suivi une grille de lecture bien rodée, presque prédéterminée. On a parlé de guerre raciale, de raids, de sauvagerie. Les chaînes d'information en continu, avides de contenu choc, ont transformé un drame complexe en une fable manichéenne, une histoire édifiante pour alimenter l'audimat de l'angoisse. Cette surmédiatisation n'est pas anodine. Elle n'est pas le simple reflet d'une réalité. Elle tente de la construire. Elle prend des événements singuliers, terribles, et les érige en symbole d'un prétendu état de la France. Elle isole, elle stigmatise, elle désigne des coupables avant tout procès. Elle réduit des vies, des histoires, des contextes sociaux et économiques complexes à une simple case dans un conflit de civilisation imaginaire. Ce n'est pas de l'information, c'est de l'intoxication. Et dans ce terreau empoisonné, l'extrême droite a trouvé son carburant. Elle, qui n'attend que ce genre d'occasion, a opéré sa récupération raciste, cynique et politique. Elle a brandi la mort de Thomas comme un étendard, appelant à la vengeance et à l'autojustice. Œil pour œil, dent pour dent. Ces appels, relayés parfois en sous-main sur les réseaux sociaux, sont la négation même de l'état de droit. Ils promeuvent une justice tribale, une violence qui ne s'attaque pas aux causes, mais qui alimente un cycle sans fin de représailles. Ils instrumentalisent la douleur d'une famille pour servir un projet politique fondé sur l'exclusion et la haine de l'autre. Pire encore, cette rhétorique n'est pas restée confinée aux médias. Aux marges, excusez-moi. Elle a contaminé le discours public. Nous l'avons vu avec consternation dans les propos de la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, qui a osé qualifier les habitants du quartier de la Monnaie de personnes non assimilables à la société française. Non assimilables. Ce mot n'est pas anodin. Il est l'expression d'une volonté d'effacer les singularités intrinsèques aux populations indigènes. Il est lourd d'une histoire coloniale, violente. C'est le vocable qui servait à justifier la domination, la ségrégation et les crimes des puissances coloniales. Il désigne l'autre comme fondamentalement étranger, irrémédiablement différent, incapable par nature de faire partie du corps social. C'est un mot qui essentialise, qui fige, qui nie toute possibilité d'évolution, de mixité, de fraternité. En le prononçant, une élue locale a validé et légitimé le discours le plus raciste. Elle a dressé un mur entre eux et nous, et a institutionnalisé la stigmatisation d'un quartier entier et de ses habitants. Car c'est bien le quartier de la Monnaie, mon quartier, qui a payé le prix fort. Après le drame de Crépol, il a subi une descente punitive, une expédition raciste. Les individus, excités par la haine et le discours ambiant, sont venus y s'émeut la terreur. Et face à cela, les habitants de la Monnaie, abandonnés par les institutions qui étaient supposées les protéger, n'ont eu d'autre choix que de s'organiser pour défendre leur famille, leur rue, leur dignité. Ils ont dû pratiquer l'autodéfense, parce qu'ils ne sont protégés par personne. Mais que s'est-il passé ensuite ?
Où était la classe politique locale pour condamner fermement cette violence punitive? Où étaient les soutiens affichés pour les familles de la Monnaie, tout aussi légitimes dans leur sentiment d'insécurité et leur droit à la sécurité? Le silence a été assourdissant. Ce quartier, déjà enclavé, victime de décennies de désinvestissement public, de relégation territoriale et sociale, s'est retrouvé triplement puni. Puni pour un crime qu'il n'a pas commis collectivement, puni par la vindicte populaire et puni par l'abandon des institutions. Les habitants de la Monnaie ont pâti, plus que de raison, de cette tempête médiatique et politique. On les a collectivement désignés comme coupables, on a justifié la violence à leur encontre et on les a laissés seuls, contraints à se défendre eux-mêmes face aux conséquences. Le véritable enseignement de l'affaire de Crépol ne réside donc pas dans un prétendu choc des cultures. Il réside dans la démonstration de la mécanique implacable du racisme structurel. Une mécanique qui passe par la surmédiatisation anxiogène, par la récupération politique de l'extrême droite, par la validation de son vocabulaire par une partie de la classe politique, et qui solde, in fine, par le renforcement de la ségrégation et l'abandon des territoires et des populations déjà les plus fragiles. Face à cela, notre devoir est clair. Il est de refuser ces récits empoisonnés. Il est de se souvenir que la justice n'est pas un slogan, mais un processus réel. Il est de tendre la main aux quartiers qu'on isole, et non de les isoler davantage. Il est de construire, inlassablement, une société du commun où personne ne serait jugé non assimilable, parce que nous aurions enfin bâti une société qui n'exige pas l'assimilation, mais qui reconnaît et célèbre la richesse de toutes ses parts, dans une égale dignité. La mémoire de Thomas, comme celle de toutes les victimes de la violence, mérite mieux que d'être transformée en arme de guerre politique. Elle mérite le recueillement, la justice et un engagement sincère pour bâtir un monde où de tels drames n'arriveraient plus. Un monde qui ne serait pas construit sur la peur de l'autre, mais sur la force du copain.